On poursuit le sommet Business Bonheur avec une thématique à laquelle je ne souhaitais pas échapper et je pense que personne ne peut y échapper. L'intelligence artificielle, on va en parler avec Rémi Bigot. Avant d'aller plus loin, je t'invite à regarder sur cette page, il y a un bouton WhatsApp. Tu peux rejoindre ce groupe dans lequel tu as des pépites complémentaires qui sont partagées chaque jour et également un cahier de fun téléchargeable que tu peux imprimer et dans lequel je t'invite à noter justement ce que tu apprécies dans les interviews et une action concrète que tu t'engages à réaliser en déant les 7 prochains jours, car sans action, pas de résultat. Salut Rémi, Salut David, merci à toi pour l'invitation et j'ai hâte qu'on fasse ce petit rendez-vous ensemble. Et bravo pour ton sommet. J'imagine, j'ai vu un peu le pool de personnes que tu reçois, c'est impressionnant, bravo à toi. merci beaucoup. C'est un gros travail, mais c'est un travail de passion, donc ça va, ça passe. Trop bien. Bah écoute, justement, pour les personnes qui te découvrent au travers de cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Rémi Bigot. Je viens d'avoir 43 ans, presque toutes mes dents. Voilà. Et ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je navigue sur le marketing, principalement sur Internet. J'ai démarré dans le SEO, le référencement naturel pour ceux qui connaissent. J'ai fait beaucoup de marketing pendant des années. Et là, il y a 2 ans et demi, je suis tombé amoureux de l'intelligence artificielle que j'avais déjà découvert avant, mais sur des choses de recherche, des études scientifiques. Et le jour où c'est arrivé vraiment à disposition du public, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, on peut enfin l'utiliser. Donc je me suis plongé à fond et depuis, je ne lâche plus. Je teste tout, j'en deviens dingue et j'essaye de donner un maximum de bons conseils, de tout ce que j'apprends, en fait, j'essaye de le concasser et de le fournir à un maximum de personnes de manière simple et efficace. Voilà un petit peu aujourd'hui où j'en suis. Trop bien. Effectivement, moi je pense que l'intelligence artificielle, on en a discuté dans une autre interview, que c'est un peu, c'est une révolution aussi importante, ou en tout cas qui aura autant d'impact que la révolution industrielle. Donc déjà, je pense que pour les personnes qui sont peut-être un peu réticentes aujourd'hui à l'IA, il faudrait peut-être déjà clarifier ce qu'est l'IA et vers quoi on va en termes de révolution, justement. Ouais. Alors, c'est toujours intéressant parce que IA, effectivement, c'est un peu un terme valise, on met tout dedans. Donc, aujourd'hui, ce dont on parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire, pour donner l'exemple le plus simple que tout le monde connaît, ChatGPT, vous lui posez une question, il va répondre. Voilà, c'est vraiment simple. On va pas rentrer dans les détails techniques trop complexes, mais pour faire simple, il a une énorme base de données. Il arrive à prédire ce qu'il souhaite vous afficher ensuite. Et grâce à du contexte, grâce à de l'entraînement, du surentraînement, de l'optimisation et ce qu'on appelle du fine-tuning, on arrive à avoir un résultat qui satisfait la plupart des gens, en tout cas quand c'est bien fait. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette technologie qui existe depuis longtemps en fait dans les laboratoires de recherche et qui est depuis 2022 maintenant à disposition de tout à chacun, c'est que elle permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu penser possibles auparavant. Jusqu'à présent, quand on créait un logiciel, il fallait lui dire précisément ce qu'il devait faire, l'étape 1, l'étape 2, quel était le résultat attendu. Avec une IA générative, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive à créer des choses qu'on n'avait pas codées, qu'on n'avait pas prévues à l'avance. C'est aussi pour ça que parfois, l'IA nous sort des résultats qui sont bizarres. Parce que il y a un peu une forme de boîte noire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment parler de cette analogie-là, de la boîte noire, de dire on a créé quelque chose qui est capable de réfléchir d'une manière que même nous, on n'est pas capable de comprendre. Et c'est ça qui fait peur aux gens aussi parfois, et c'est ça qui pourrait amener vers des problématiques un peu plus graves. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on pense à la sécurité, à la confidentialité des données, qui va être un sujet très important dans les prochaines années. Clairement, il y a cette notion justement d'intelligence et de réflexion. En tout cas, l'intelligence artificielle générative, a priori, ne réfléchit pas. Le contexte, c'est vraiment, enfin, le concept, c'est vraiment, elle enchaîne des mots et c'est un petit peu comme le dictionnaire qu'on peut avoir sur le téléphone. Il va proposer le mot suivant, le plus probable parmi tous ceux qu'on a déjà utilisés par le passé. Sauf que là, bah, ça a une autre échelle, hein. Ici, sur notre téléphone, a priori, il s'entraîne avec les mots que nous, on utilise, mais Mm. dans un langage
donc c'est ce qu'on appelle un LLM, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, un Large Language Model, eh bien, c'est sur des millions, voire des milliards d'informations qui va prédire le mot suivant. Donc, est-ce que déjà on peut dire qu'une intelligence artificielle générative réfléchit? Alors, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait vrai, mais c'est plus tout à fait vrai en même temps. Je vais t'expliquer. Oui, en 2023, 2022-2023, l'IA, c'était exactement ce que tu viens de dire. L'IA générative, c'était ça et uniquement ça. Maintenant, on est allé à un niveau supérieur. On est déjà beaucoup plus loin que ça. Quand j'entends les gens dire ça, je leur dis oui, ça c'était vrai il y a 2 ans, c'est plus vrai maintenant. Maintenant, les IA sont beaucoup plus intelligentes que ça déjà. Elles sont capables de prévoir des actions à mettre en œuvre pour atteindre le résultat. C'est pour ça qu'on a maintenant des outils qui s'appellent du thinking, donc vraiment de la réflexion, comme on a depuis DeepSeek, comme on a sur les nouveaux modèles de ChatGPT, sur Claude, sur Mistral maintenant. Parce qu'en fait, l'IA, elle a été entraînée maintenant, elle est capable de faire plus que simplement prédire le prochain mot. Elle est multimodale, elle est capable de comprendre de la vidéo, du texte, des documents, des images. Elle est capable d'analyser une image de manière très précise. Elle est capable d'aller beaucoup plus loin que ça maintenant, parce qu'en fait, on va pas encore une fois rentrer dans la technique, mais on est allé beaucoup plus loin que ça. Les ingénieurs qui travaillent sur ces modèles ont réussi à... En fait, la problématique qu'on avait, c'est de dire, jusqu'à présent, pour entraîner les IA, on devait manger tout le contenu qu'il y avait sur Internet. Super. Mais une fois qu'on a fini de faire ça, comment on fait pour trouver du nouveau contenu? Et là, on s'est dit, ah, là, il va y avoir un problème. Mais non, on a déjà trouvé la solution. On utilise des IA qui vont créer du contenu sur lequel les IA vont être entraînées. Et là, les gens vont dire, ouais, au bout d'un moment, le serpent se mord la queue. Pas du tout. Il y a une vérification manuelle par des humains, des experts dans des sujets précis, qui font que ça ajoute de la qualité. Alors, c'est toujours pas parfait, je suis absolument d'accord avec ça. Par contre, moi, je vois des choses qu'est capable de faire l'IA maintenant, on n'aurait même pas pu l'imaginer il y a encore 1 an et demi. Donc, ça devient vraiment l'accélération est délirante actuellement. Excellent. Ouais, donc on peut dire qu'aujourd'hui, l'IA est capable de réfléchir. En tout cas, certaines intelligences artificielles réfléchissent d'une certaine manière. Oui, c'est un débat, c'est un débat qui est assez philosophique, le mot réfléchir. C'est difficile de répondre à cette question parce que d'un point de vue philosophique, on peut pas dire qu'elle réfléchit. Parce que pour nous, la réflexion, c'est uniquement le cerveau humain qui serait capable de le faire. Parce qu'on a décidé que c'était ça. Mais en fait, ce que l'IA est capable de faire, c'est clairement pour moi une réflexion, elle a un réseau de neurones comme notre cerveau, elle a des données, elle va puiser dans les bonnes données au bon moment, elle est capable de créer ce que les gens disent. Quand les gens disent l'IA n'est pas capable de créer, c'est faux. C'était vrai il y a 2 ans, encore une fois. L'IA est capable de créer aujourd'hui des choses qu'un humain n'aurait pas créées, parce qu'il n'aurait pas pensé, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il n'a pas le temps, parce que 100 raisons différentes. L'IA maintenant crée des choses, mais c'est vrai qu'il y a toujours un débat sur ces termes de création et de réflexion, parce que c'est des termes qu'on a associés à l'humain. Pour moi, l'IA réfléchit et crée. Mais pour quelqu'un d'autre, s'il a vraiment l'utilisation des termes philosophiques, il va dire que non. Mais en réalité, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, si elle ne le fait pas, elle fait bien semblant, très clairement. Très clairement, elle fait bien semblant, puisque là, je te donne un exemple tout bête. Manus AI, qui est un outil, un agent d'intelligence artificielle, qui permet de faire plus que ChatGPT, c'est-à-dire qu'il va vraiment créer des actions et aller sur des sites internet, vraiment faire des modifications, peut-être même vous permettre de payer dans les prochaines semaines, directement un billet d'avion, par exemple. Bah, cette IA-là, quand tu regardes comment elle a réfléchi, comment elle a obtenu son résultat, tu vois vraiment une forme de réflexion. Elle analyse ce que tu as écrit, ta demande, elle dit, attends, s'il a dit ça, c'est peut-être qu'il pense ça, ou alors ça, il faut que j'analyse les deux solutions, et peut-être lui poser une question avant de commencer la recherche pour être sûr. S'il a demandé tel type de budget, ok, donc il va falloir que je vois si les billets d'avion sont possibles dans ce type de budget ou pas. C'est une forme de réflexion. Un humain aurait fait exactement la même chose. Donc si elle réfléchit pas, en tout cas, elle fait bien semblant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, après, l'idée de l'échange ici, c'est pas de rentrer dans la partie éthique, puisque ça, c'est un débat à part entier. Et l'idée ici, c'est d'apporter de la valeur aux entrepreneurs et donc justement, comment est-ce qu'on peut mettre l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles au service de notre business. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, euh, je pense, et ça reste effectivement aussi mon point de vue, que l'intelligence artificielle crée et va de plus en plus être capable effectivement de créer des choses
et voire mieux dans certains domaines, faire mieux et plus rapide que l'humain. Et pour moi, ça ne me pose pas de problème à partir du moment, et c'est là que l'éthique rentre un peu en jeu, à partir du moment où on utilise l'outil avec une intention positive. Et un outil, ben, on peut faire le bien avec, on peut faire le mal avec, mais c'est comme un couteau ou un autre type d'outil, une arme. On peut sauver des vies, on peut tuer des gens. Je trouve en tout cas qu'il y a un parallèle à faire par rapport à ça. Un outil, ce qui fait la différence, c'est celui qui l'utilise et l'intention qu'on met dedans. Je te laisse rebondir si tu veux, et puis on passe à la suite. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, ce qui serait intéressant maintenant, effectivement, c'est de parler de qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui pour les entrepreneurs qui nous écoutent et avec plaisir pour rentrer sur ce sujet-là. Trop bien. Eh bien, justement, du coup, on voit que ça a pris de l'ampleur ces dernières années. On voit que les outils se démocratisent de plus en plus, que ce soit en termes d'accessibilité ou même en termes de coûts d'investissement. Voilà, quel serait, on va dire, imaginons, il y aurait trois, quatre choses qu'un entrepreneur pourrait faire dans son quotidien, pourrait faciliter dans son quotidien grâce à l'IA. Ce serait quoi? Alors, principalement, moi, la première chose que je vois, c'est la prospection, clairement. Aujourd'hui, grâce aux outils qu'on a, et je vais donner un exemple super simple, sans rentrer dans les détails de fou techniques. Mais moi, je comprends pas que les gens n'utilisent pas ChatGPT entraîné sur leur type, sur leur façon de parler. C'est très facile maintenant d'entraîner ChatGPT sur sa façon de parler, hein. Vous lui donnez des textes, vous lui donnez des documents, vous discutez avec lui, il va comprendre comment vous parlez, comment vous vous présentez. Et donc, on peut très facilement prospecter avec ça. Il y a une méthode qui est super simple que j'aime utiliser. Une fois que j'ai identifié, disons par exemple, une vingtaine de profils intéressants sur LinkedIn qui sont dans ma cible, bah, qu'est-ce que je fais? Si je le fais manuellement, on peut le faire automatiser, mais imaginons que vous ne soyez pas encore à ce niveau-là, vous vouliez le faire manuellement et c'est très rapide et très simple. Vous pouvez aller sur chacun des profils, littéralement copier-coller la page du LinkedIn. C'est mieux de copier-coller le contenu que le lien, parce qu'en fait, les outils d'IA n'ont pas forcément accès spécifiquement à toute la page LinkedIn, puisque LinkedIn bloque les IA. Vous copiez-collez le contenu en entier, vous le mettez dans ChatGPT, vous lui dites, voilà, moi j'ai besoin de contacter cette personne, je veux un format vous, moi, nous, c'est-à-dire on va parler de la personne d'abord, ensuite on va parler de moi, et ensuite on va parler de ce qu'on peut faire ensemble, et fais-moi un texte simple et efficace que je puisse envoyer tout de suite à la personne. Si au préalable vous avez pas mal déjà discuté avec ChatGPT, il sait déjà qui vous êtes, il connaît déjà vos produits, vos services, il sait déjà votre positionnement, il va vous sortir quelque chose. Là, souvent, ça sera pas parfait. Donc, je vous conseille d'itérer un petit peu, lui dire, ah non, je préférais plutôt comme ça, je préférais plutôt comme ça. Une fois que vous avez le message parfait, vous l'envoyez. Et ensuite, ce qui est génial, c'est que vous passez au profil suivant, vous copiez-collez, vous remettez sur ChatGPT. Et là, il a compris ce que vous vouliez, le type de message que vous voulez envoyer. Et donc, il va vous sortir un truc quasi parfait. Et là, en termes de prospection, hyper rapide, efficace, pas cher et vraiment performant. Et vous allez vraiment sortir du lot, parce que moi je vois tellement de gens mal prospecter, envoyer des messages bateaux, envoyer les mêmes messages à tout le monde, pas du tout se renseigner un minimum sur la personne en face, c'est catastrophique. On pourrait le faire manuellement, ça prend trop de temps. Soyons honnêtes, ça prend trop de temps de lire tous les contenus de la personne, d'essayer de comprendre qui il est, etc. Moi j'ai plus de 14 000 personnes sur LinkedIn, je peux pas faire ça. Voilà, j'en connais vraiment réellement une centaine, mais je connais pas les 14 000. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Il y en a d'autres énormément. Une autre que j'aime beaucoup, la gestion des emails. Aujourd'hui, quelqu'un qui me dit je croule sous les emails, je ne comprends pas. Je veux dire, je ne comprends pas. Avec les outils qu'on a, c'est plus possible maintenant. Maintenant, il faut être en inbox zéro. Il faut avoir zéro email dans sa box, dans sa boîte, parce que c'est très très simple maintenant d'entraîner. Même maintenant, Gemini est en train d'être intégré dans Gmail. Donc, vous pouvez vraiment optimiser et renvoyer des emails très rapidement. Pareil, je vous conseille de faire une petite vérification au préalable, donc plutôt d'envoyer ça en brouillon, mais hyper efficace. Il y a un autre truc. Beaucoup d'entrepreneurs ont besoin de faire des présentations, que ce soit en public, que ce soit sur un webinar, que ce soit pour un événement. Aujourd'hui, ne pas utiliser un outil comme Gamma ou comme Genspark pour créer votre présentation de manière super rapide, efficace et qualitative, ça me paraît fou. Ouvrir PowerPoint ou un outil équivalent sur Mac aujourd'hui, ça me paraît fou. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est recycler les contenus avec des outils comme Opus Clip ou comme d'ailleurs SendShort ou même Submagic, qui est français d'ailleurs, très très belle boîte française. Vous pouvez maintenant, avec une vidéo YouTube, créer facilement 15-20 contenus courts que vous allez publier sur vos réseaux sociaux, qui vont vous ramener du trafic assez facilement.
Vous pouvez même aller beaucoup plus loin que ça en créant des fichiers, des textes, littéralement. Enfin, il y a énormément de choses. Est-ce que tu as des choses plus précises, peut-être, je sais pas, qui te viennent en tête, mais on pourrait parler Ouais, des ouais, heures de bah, ça, et l'automatisation est intéressante aussi. yes, bah justement, j'allais rebondir parce qu'on parlait de d'IA, mais on peut aussi parler d'automatisation parce que les deux sont de mise. Alors déjà, peut-être clarifier, c'est quoi la différence entre l'IA et l'automatisation pour les personnes qui découvrent ces concepts. Ouais, alors il y a plusieurs choses. Donc l'IA traditionnelle, l'IA générative, on l'a déjà présenté tout à l'heure, voilà, c'est ChatGPT, c'est Mistral, c'est Gemini, et même votre Meta AI hein, que vous avez sur Facebook ou sur Instagram. Donc voilà, le chatbot classique, vous écrivez ou vous parlez, il vous répond. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les automatisations. Alors il y a plusieurs types d'automatisation, faites attention, parce que beaucoup de gens disent c'est un agent IA, en réalité, c'est pas un agent IA qui vous vend. Alors les différences sont super simples. Une automatisation, ça existe depuis bien avant l'IA. Ça existe par exemple avec un outil qui s'appelle Zapier, qui existe depuis peut-être 10 ans. Concrètement, c'est super simple. S'il y a telle action, je fais telle chose. Je reçois un email sur cette boîte Gmail avec tel mot-clé. Fais-moi, crée-moi un Google Sheet avec ça. Voilà, c'est une action super simple, un point A, un point B. Ça, c'est une automatisation classique. Ensuite, vous avez des automatisations un peu plus complexes qui vont générer plusieurs points, donc qui vont faire un point A, un point B, un point C, un point D, mais qui sont toujours très clarifiés, codifiés. Vous avez prévu quel est le point d'entrée, quel est le point de sortie. Donc l'IA ne, enfin, c'est même pas une IA en fait, c'est juste une automatisation. Et après, le niveau suprême, c'est l'agent IA, où là, vous n'avez pas besoin de lui dire exactement ce qu'il doit faire. Vous devez lui donner un objectif à faire, et lui, il va trouver des solutions lui-même pour faire cet objectif. Typiquement, vous pourriez dire, je mets un agent IA sur mon Gmail qui va analyser les mails que je reçois et qui va, en allant piocher dans mes offres, dans mes services, dans mon compte, sur mon compte LinkedIn, sur mes comptes Instagram, etc., la réponse adéquate, précise à cette demande et qui va l'envoyer tout seul. Là, l'avantage d'un agent IA, c'est que si ce qui se passe ne rentre pas dans le concept qu'on a vu dans une automatisation classique, point A, point B, il sera quand même capable de répondre. Parce qu'une automatisation simple, elle, si on sort du cadre, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si elle n'a pas le point A précis que vous lui avez dit, elle ne saura pas comment arriver au point B. C'est ça la grosse différence. Justement, on parlait de réfléchir tout à l'heure. L'agent IA, il a un objectif et il va essayer de trouver des solutions comme un humain le ferait. Là où une automatisation, c'est plus l'humain qui configure l'automatisation, qui doit réfléchir à tous les scénarios possibles et Exactement. essayer de les prévoir, ce qui n'est pas évident. Et d'ailleurs, moi, justement, j'adore relais.app, c'est une de mes solutions préférées. Je mettrai le lien en dessous. Ça ressemble à Zapier ou à Make, effectivement, et qui permet de faire l'automatisation. Et ce qui est bien, je connais pas bien Make et Zapier, mais en tout cas, dans Relais App, il y a également la possibilité de faire de l'automatisation dans laquelle on fait appel à des IA. Donc ça aussi, Exactement. c'est intéressant, c'est pour ça qu'on peut parler effectivement des deux, parce que on peut dire à un moment donné une condition classique, et puis lui dire si c'est cette condition-là qui arrive, eh bien tu déclenches tel agent IA, ou tu vas te connecter à telle IA générative et tu vas faire telle ou telle chose. Donc voilà, j'espère en tout cas que pour les gens qui sont néophytes, ce sera clair. Si vous avez des questions de façon sommet N'hésitez pas. .com et vous posez vos questions et je prendrai le temps de vous répondre ou je poserai les questions si je suis bloqué à Rémi. Trop bien, donc on vous visualise un peu plus ce qu'est une automatisation et ce qu'est comment dire, une IA. Tu as parlé aussi d'agent IA, donc agent IA, c'est différent d'IA générative? Ouais, un agent IA, ce qui est différent, c'est que, en fait, il va prendre le contrôle. C'est-à-dire que une IA traditionnelle, si tu lui fais pas de demande, il se passe rien. Si tu vas pas sur ChatGPT et que tu lui poses une question, ChatGPT va pas faire des actions pour toi tout seul. L'agent IA, oui. C'est-à-dire que tu lui donnes un contexte, tu lui donnes tes offres, tes produits, etc., qui tu es, tu lui donnes accès à tes réseaux sociaux si tu le souhaites, bien sûr. Tout ça, c'est optionnel, on est bien d'accord, hein. Tu donnes accès à ce que tu veux, à ton agent IA, et tu lui donnes un objectif, et lui, il va pouvoir faire des actions sans ton aide. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vraiment agir régulièrement. Par exemple, tu pourrais dire, chaque jour, va faire une recherche sur Internet, trouve-moi 10 profils intéressants, envoie-leur un message, un email. Donc tout ça, bien sûr, c'est si vous avez créé un agent IA qui est fait pour ça, on est bien d'accord, hein. Envoie un email, vraiment, essaie de générer des appels
des rendez-vous téléphoniques avec ce type de profil. Et lui, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder un peu qui tu es, il va faire des recherches, il va essayer de comprendre quel est ton client idéal. Ensuite, il va faire des recherches lui-même et il va envoyer les emails lui-même en étant connecté à ta base, à ton adresse email tout simplement. Ça, c'est un exemple d'agent. Il y a un agent moi, que j'aime beaucoup, j'utilise régulièrement parce que moi, je vis en Asie maintenant, entre l'Asie et la France. Là, je suis à Jakarta actuellement. Et quand j'ai des besoins de faire des déplacements, notamment quand je fais des conférences, j'ai la chance depuis l'année dernière de faire des conférences à l'étranger, bah, à chaque fois maintenant j'ai un agent IA et je lui dis voilà, voilà le budget, voilà les périodes où je vais partir à tel endroit, aide-moi à faire un truc carré, propre sur qu'est-ce que je peux faire avec ce budget, où je peux aller. Donne-moi des idées d'endroits qui sont pas trop touristiques parce que ça me saoule d'être toujours au milieu de 5000 personnes. Moi j'ai envie d'être avec les locaux, j'ai envie de voir la vraie vie sur place. Voilà, essaie de me faire un truc sympa. C'est du délire. C'est-à-dire que c'est pas parfait, on n'est pas encore sur le niveau d'un vrai guide de voyage, pardon, travel guide. Mais par contre, on n'est plus très loin, quoi. On est vraiment à 90% de ça. Et pour mon utilisation, ça suffit, puisque j'ai jamais demandé jusqu'à présent de guide de voyage. Donc vraiment, voilà, c'est des exemples, mais pour le business, c'est vraiment la prospection. Ça va être la création de documents, la création de présentations, la création de vidéos. On peut faire des choses incroyables en création de vidéos. Quand on mixe les différents outils qu'on a à notre disposition et qu'on les met dans un agent IA, eh ben on peut littéralement dire à l'agent IA, qui d'ailleurs peut lui-même piloter d'autres IA, c'est ça qui est dingue, bah, voilà mon sujet, écris le script, prépare un script qu'on va travailler ensemble, dis-moi quels outils il faut que j'utilise pour pouvoir faire telle production. Et donc du coup, la durée de production est beaucoup plus courte, les coûts sont moins élevés, et on peut produire beaucoup plus. Moi, ce que j'aime dire, tu vois, moi, il y a un chiffre qui m'a choqué, que j'ai appris il y a quelques mois, début d'année. En 2024, sur LinkedIn, 58% des contenus étaient écrits par l'IA. 58%. On devrait être à 75% cette année. Je ne sais pas si tu te rends compte, et les gens te disent, oui, mais moi je veux faire de la qualité. Mais il n'y a plus de question de qualité ou de quantité. On est envahi de contenu permanent. Et en fait, l'attention des gens, elle n'est pas interminable, elle n'est pas infinie. Donc, il n'y a plus de question de quantité ou de qualité, il faut faire les deux. Et c'est pour ça que moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on crée un contenu, surtout un contenu visuel, un contenu vidéo, il faut absolument avoir un agent IA ou une automatisation qui va nous permettre de créer automatiquement des vidéos shorts, des textes qu'on va publier sur LinkedIn, sur notre newsletter, sur notre blog, des petits formats pour Twitter, pour Instagram, etc. C'est super important parce qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment arrivé sur une invasion de contenu IA et je suis désolé, hein, mais les gens disent oui, mais les plateformes vont arriver à comprendre, vont... Non, elles n'y arrivent pas. Moi, j'ai fait des tests encore la semaine dernière. Moi, je suis un fou de Google depuis très longtemps, le référencement naturel. Et il y a cette info qui dit oui, mais si tu fais des contenus IA, Google va le voir. Ouais, c'est ce qu'on croit. Mais en fait, non. Ils ont mis en place des centaines de garde-fous là-dessus. Et à chaque fois, en une semaine, on trouve une solution, quoi. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. J'ai testé tous les différents outils de reconnaissance d'IA. Quand c'est bien fait, il y a des faux positifs et il y a des faux négatifs. Donc aujourd'hui, la question, c'est plus de savoir est-ce qu'il faut utiliser ou pas, c'est attention, si vous voulez être visible dans les prochains mois, la guerre est de plus en plus compliquée. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est Instagram. Les entrepreneurs n'arrêtent pas de se plaindre qu'il n'y a plus de visibilité sur Instagram. Bah écoutez, je vais être très clair avec vous, ça va être encore pire cette année. Donc il va falloir se réveiller rapidement. C'est super intéressant parce qu'en fait, ça ramène à une notion de base en marketing et en business, c'est le positionnement et réussir à se faire remarquer. Et en fait, aujourd'hui, je me rappelle, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant que mon post était, on voyait, on lisait que c'était rédigé par IA. Mais sur l'honneur, je peux t'assurer que c'est moi qui l'avais rédigé. Donc comme quoi, effectivement, les faux positifs, ça existe. Et j'ai même l'impression aujourd'hui, et c'est bon signe ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, dans l'idée où l'IA donne des résultats de plus en plus probants et réalistes, si on compare et on croit qu'un de mes posts à moi a été rédigé par l'IA, ben c'est en fait que l'IA se rapproche pas mal de ce qu'écrit un humain. Alors je suis un humain parmi des milliards, hein, on est d'accord, je suis pas Bien sûr. je veux pas me faire paraître pour plus que je ne suis, mais je veux dire, moi ça m'a choqué. En fait, c'est vraiment le déclic que j'ai eu. C'est quand la personne m'a dit ça, je me dis, mais en fait, si la personne elle croit que c'est l'IA qui a écrit,
c'est qu'en fait, l'IA écrit de mieux en mieux, en fait. Ah oui. C'est Ah dingue. oui. Et moi, je suis très très content, entre guillemets, d'avoir écrit trois bouquins avant l'IA. Parce que Ouais. tu vois, j'ai ce mérite. Alors, je dis pas que c'est pas. Allez, je nuance mes propos. On peut écrire à l'aide de l'IA et s'aider à l'aide de l'IA. Ce serait con aujourd'hui. Sincèrement, si je devrais réécrire un livre, ben, je nourrirais l'IA potentiellement de mes bouquins et je lui demanderais d'écrire comme moi. C'est ce que j'ai déjà fait d'ailleurs pour mes emails ou certaines choses. J'ai un genre de, comment dire, c'est Ouais, j'ai un texte en fait où je lui donne un peu mon ton, etc. J'ai suivi une formation chez Jean-François Culot, il s'appelle, Révolier en Belgique. Et en fait, ce document-là, il m'aide vraiment à préparer mes offres, etc., etc., parce qu'il parle comme moi. Et Hmm. c'est dingue, c'est qu'effectivement, en fait, il y a un moment donné où ça pourrait clairement me remplacer. Ça me fait penser à un épisode de Black Mirror que tu as peut-être vu avec la femme qui perd son mari et Ouais. qui commence à... Voilà, je sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu et justement faire peut-être un parallèle avec ce qu'on vient de dire. Donc l'IA se rapproche de plus en plus, elle risque de nous remplacer un jour et on risque peut-être même plus de faire la différence. Ouais, il y a Black Mirror, il y a des super épisodes de Black Mirror, effectivement. Il y a aussi le film Her, qui a une dizaine d'années maintenant, qui est extraordinaire, où tu as un personnage qui tombe amoureux de son IA, et c'est terrible parce que c'est ce qui est en train d'arriver, en fait. Moi, je le vois. Il y a un truc qui a été choquant il y a quelques mois aussi, une boîte qui s'appelle Character AI, où quelqu'un, malheureusement, un jeune, suivait cette IA qui était devenue un peu son ami, son seul ami et qui lui a conseillé de mettre fin à ses jours, malheureusement. Ça, c'est pas terrible ce qui s'est passé. Mais oui, je vois de plus en plus l'utilisation de l'IA aussi comme une aide psychologique, comme un accompagnant, comme un conseiller. Si c'est bien fait, si la personne qui l'utilise n'est pas vraiment à la limite, j'ai envie de dire, vraiment très très mal dans sa tête, je pense que c'est très bien parce que ça aide beaucoup de gens. Par contre, effectivement, il y a une vraie problématique de se dire comment ça va être géré à l'avenir, parce que les jeunes, notamment, aiment pas parler de cette application Characteria, et je sais qu'ils l'utilisent beaucoup. C'est très drôle d'ailleurs, parce qu'il y a dans la communauté des jeunes qui disent faut surtout pas en parler aux parents de ce truc-là. Le concept, pour vous faire simple, si vous connaissez pas, Characteria, en fait, c'est sur téléphone. Et vous pouvez sélectionner une personne, un personnage célèbre, comme par exemple le plus utilisé, c'est Luffy de One Piece, c'est le personnage principal du manga One Piece. Et vous pouvez lui parler, mais lui parler comme s'il était réel, en fait. Et il y a énormément de jeunes qui utilisent cette application pour parler à des gens qui les fascinent finalement, des stars, des célébrités, des gens qui n'existent même pas, comme Luffy. Et ça dit beaucoup de choses sur la société aussi. Ça dit beaucoup de choses. Et comment on peut utiliser ça de manière intéressante au niveau business? Bah, moi, je le vois tous les jours. Moi, l'IA, elle m'aide justement pour créer mes offres. Tu l'as dit tout à l'heure, toi aussi, pour me roaster. J'aime bien utiliser ce terme. Roaster, c'est pour me prendre une grosse claque. Tu vois, par exemple, des fois, moi, je propose une offre à l'IA. Je lui dis, voilà mon offre. Toi qui me connais bien, mets-moi une note sur 10 et massacre-moi. Tu vois, vraiment, sois dur. Et là, c'est incroyable. Elle dit, mais ça va pas du tout. Mais ça, c'est pas dans tes objectifs. Mais pourquoi tu mets ça? C'est du délire, c'est incroyable pour aider l'entrepreneur. Je pense en plus, l'entrepreneur, c'est une position euh, d'une telle solitude. En général, c'est tellement difficile de parler à qui que ce soit de ce qu'on fait, sauf quand on est ensemble, là, mais voilà, ça dure quelques minutes. Mais c'est vrai que souvent, l'entrepreneur, son vrai problème, c'est sa solitude, c'est le fait qu'il ne sait pas à qui parler, comment. Et là, d'avoir un personnage, on va dire, synthétique, mais qui nous connaît bien, qui commence à comprendre comment on parle, comment on réfléchit. Moi, j'ai fait un test sur ChatGPT de personnalité. Le test de personnalité, il est incroyable. Il sait vraiment qui je suis, hein. Bah, c'est génial en fait. C'est vraiment une aide très importante et je pense que si c'est bien utilisé, on peut vraiment avoir des gains de productivité, des gains d'efficacité et surtout se sentir mieux aussi tout simplement parce que comme tu le sais, l'entrepreneuriat c'est un roller coaster, hein. C'est vraiment le grand 8 des émotions. Parfois on est le Superman et puis parfois on est la pire des merdes. Tu me passeras l'expression. Ouais, mais clairement, ouais, non, c'est sûr et certain, il y a des hauts et des bas, et ça fait partie déjà de la vie normale, hein, enfin de la vie, je veux dire, la vie c'est des hauts et des bas, mais la vie d'entrepreneur, effectivement, il y a parfois tu descends plus bas que t'étais, et puis tu remontes, et donc C'est voilà. terrible des fois, ouais, c'est vrai. Alors en fait, je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur l'IA
Alors, en termes d'outils, on va pas forcément pouvoir rentrer dans les détails. Par contre, je trouverais intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit, peut-être d'aider les entrepreneurs qui regardent cette vidéo à peut-être choisir les deux, trois premières actions à mettre en place pour justement peut-être choisir sur quoi je travaille. Est-ce que je décide d'utiliser l'IA pour la prospection, pour mon brainstorming, pour challenger mes offres? Il y a tellement de choses à faire. Toi, concrètement, imaginons si tu dois accompagner un entrepreneur débutant, tu lui conseillerais de commencer par quoi? Et on fera le même exercice après pour un entrepreneur un peu plus avancé. Bien sûr. Alors pour quelqu'un qui serait plutôt débutant, mais qui a déjà lancé, vraiment pour moi, c'est deux choses, la priorité, c'est le positionnement et c'est l'offre actuelle. Donc moi, la priorité, c'est, je dirais à mon IA, quelle qu'elle soit, hein, Gemini, Mistral, ChatGPT, vous pouvez, toutes ces IA sont capables de faire ce genre de choses, euh, de lui dire, voilà qui je suis. Voilà mon offre principale et mes offres alternatives si vous en avez. Voilà, si vous ne le savez pas, demandez-lui quelle est d'après toi ma cible principale, ma meilleure cible, mais sinon vous lui mettez la cible et vous lui dites voilà mon offre actuelle. Ça peut être un document PDF, ça peut être votre site internet, ça peut être ce que vous voulez, une offre, une présentation que vous avez fait sur un outil quelconque. Et vous lui dites, voilà, toi, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu reverrais? Note-moi et sois dur. C'est très important de dire à l'IA, sois dur. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème sur les IA actuellement, là, depuis quelques semaines. Elles sont trop gentilles, elles ont été entraînées pour être trop gentilles. Et donc, parfois, elles vont nous dire qu'on est les meilleurs, que tout va bien, que c'est génial. Non, nous, ce qu'on veut, c'est prendre des gifles. Je sais que voilà, ne le prenez pas mal ce que je suis en train de dire, hein, bien sûr, mais on a besoin d'être challengé. Sinon, on n'avance pas en fait. En tant qu'entrepreneur, si on n'a pas compris ça, il vaut mieux arrêter d'entreprendre parce que la vie va être très difficile. Et donc, il faut dire à l'IA, sois très dur. Note-moi sur 10 et dis-moi qu'est-ce que toi tu changerais. Là, vous allez voir des choses incroyables. Elle va vraiment vous. Elle va vous. En fait, souvent, quand on est entrepreneur, on a la tête dans le guidon. On dit toujours ça et c'est vrai. On ne sait plus ce qui est bien ou ce qui est mal dans ce qu'on propose, dans notre offre, dans notre positionnement. Donc pour moi, ça c'est la priorité absolue. C'est la première, c'est travailler le positionnement et l'offre. Et la deuxième, c'est, comme je l'ai dit, la prospection. Je suis désolé, mais pendant longtemps, moi-même, j'ai dit à tout le monde, non, mais il n'y a pas besoin de prospecter, faut créer du contenu, ça va venir tout seul. Et c'est vrai. Mais ça ne suffit pas en réalité. Si vous voulez vraiment, et la plupart des entrepreneurs ont cette problématique-là, si vous voulez vraiment un flux continu de clients et ne pas avoir trop de stress à la fin du mois parce que vous n'avez pas eu finalement les résultats escomptés, parce que la création de contenu c'est génial, mais on ne sait pas qui on va récupérer, et si on va récupérer ce qu'on avait demandé, la prospection devient incontournable. Et ce que j'ai présenté tout à l'heure, à mon avis, c'est la première chose à faire. C'est d'aller voir votre. Si vous n'avez pas de LinkedIn, il faut créer un LinkedIn tout de suite. Il n'y a même pas de discussion, hein. Mais vraiment, la priorité, c'est ça, d'aller voir votre réseau actuel sur LinkedIn et de se dire, bon, ok, qui je vais contacter et comment je vais le contacter via l'IA pour aller plus vite. C'est les deux, pour moi, les deux choses les plus intéressantes aujourd'hui. Et après, la troisième, si on va sur la troisième, ça serait la stratégie de contenu. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour avoir un flux de contenu, justement, un flux régulier, pardon, de contenu, pour attirer des gens d'une manière différente que la prospection directe. Voilà, les trois choses que je ferais en priorité. Excellent. Bah, il y a un frein qui me vient à l'esprit, c'est justement soi-même, l'entrepreneur, se dire ouais mais non, c'est pas éthique, ou ouais mais non, je vais pas envoyer un message automatisé, ça va se savoir, ouais mais non. Donc tu vois, il y a plein de choses. Qu'est-ce que toi, est-ce que tu es passé directement à envoyer de la prospection IA, ou tu as quand même eu aussi cette réticence à te dire ouais mais non, les gens risquent de le voir, ou alors qu'en fin de compte, sincèrement, il y a des messages que j'envoie, je les ai écrits moi-même. Encore une fois, les gens disent que c'est l'IA. Et il y a des messages que j'ai envoyés, c'est un copier-coller de l'IA. Et les gens ne disent rien, c'est génial et ça passe. Donc il y a pas de cause à effet. Mais bon, voilà, c'est quand même un frein. Je suis sûr et certain que tout le monde risque de rencontrer. Donc qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire, je suis triste en fait. Je suis triste parce que je comprends pas. Je comprends pas ce frein-là. Je comprends, bien sûr, je comprends. Alors, soyons pragmatiques. Tu l'as dit, il est aujourd'hui impossible, quand c'est bien fait, de détecter. Je mets n'importe qui au défi d'aller voir mes 10 derniers posts LinkedIn, parce qu'il y en a certains qui ont été écrits manuellement et d'autres qui sont en IA. La majorité est IA maintenant, hein, mais voilà. Je mets quiconque au défi de me dire lesquels sont IA, lesquels ne le sont pas.
Vraiment, première chose. Deuxièmement, on ne fait pas de l'automatique. C'est pas automatique. On vérifie chaque production. Ça, c'est extrêmement important. Tant que l'IA n'est pas optimisée aux petits oignons, qu'elle n'a pas travaillé sur des centaines de contenus différents, qu'elle n'a pas vu les milliers de cas possibles, elle sera pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Donc, en fait, il n'y a rien d'automatique. Chaque contenu, vous allez devoir les lire et dire s'ils sont bons ou pas. Et dans 70% des cas, je dirais, vous allez faire une ou deux petites modifications. Voilà, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a un point important qu'il faut que les gens comprennent, c'est plus l'IA d'il y a 2 ans, encore une fois, quand elle est entraînée, et elle n'a pas besoin de grand-chose pour l'entraîner aujourd'hui. Le simple fait de discuter avec elle régulièrement suffit à l'entraîner à votre façon d'écrire, à votre façon de penser. Il n'y a plus besoin de prompt engineering, tout ça, ça sert à rien. C'est du passé. Vraiment, le simple fait de prendre ChatGPT, de parler avec lui, il va comprendre qui vous êtes et comment vous voulez parler. Ça suffit à avoir un résultat qui va vous-même vous choquer, dans le sens où vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Comment elle a écrit ça? On dirait que c'est moi qui ai écrit. Donc comment voulez-vous que quelqu'un qui vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui vous a vu passer une fois il y a 5 ans sur LinkedIn, soit capable de savoir si vous avez écrit avec l'IA ou non? Et deuxièmement, même si c'était le cas, ok, j'ai une question à vous poser. À votre avis, je parle à vous en général, hein, pas à toi David directement. Question à vous poser super simple. À votre avis, quel est l'entrepreneur qui réussit le mieux? Celui qui va prospecter tous les jours en automatique, presque automatique comme je l'ai dit avec quelques modifications, en IA tous les jours. Il va envoyer 20 messages par jour. Ça fait 400 peut-être à la fin du mois. D'accord? Et un autre entrepreneur, ah non, mais tu comprends. Oh là là, mais si c'est l'IA, comment les gens vont réagir? Mais soyez honnête avec vous-même. Qui va avoir le plus de rendez-vous? Qui va avoir le plus de potentiel? Qui va avoir le plus de ventes à la fin du mois? Et je le sais d'autant plus que c'est vrai, moi, pendant des années, j'ai même hésité. Moi, c'est pire que toi. Moi, avant, je ne croyais pas à la prospection. Pendant des années, j'ai dit à tout le monde, arrêtez de prospecter. J'ai dit à des gens qui me prospectaient, arrêtez de m'envoyer des messages, je veux pas vos trucs. Et maintenant, je suis le premier à dire, mais t'étais qu'un con, Rémi, t'étais qu'un con. La réalité, c'est que la prospection, c'est ce qui marche le mieux. Et si tu as la prospection plus la création de contenu, mais ça devient incroyable. Voilà, c'est donc je comprends, je suis très empathique, attention, parfois mon discours peut laisser croire que j'ai pas d'empathie, etc. Je comprends tout à fait. J'ai accompagné des entrepreneurs pendant des années. Je sais tous les freins qu'ils ont et tous ces freins, à un moment, il va falloir les faire exploser parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est compliqué, c'est long et on peut plus se mettre ce genre de barrière. C'est terminé en fait parce que sinon, là, on est dans un monde où c'est de plus en plus dur, où il y a de plus en plus de prospection, où il y a de plus en plus de gens qui sont autour de vous, qui sont contre vous et qui vont pas se poser ces questions-là. Vous allez avoir des concurrents qui, eux, vont matraquer de prospection, matraquer et de manière sale. Si vous, vous le faites de manière correcte, mais que vous le faites, parce que sinon, bah, c'est chez eux qu'ils vont prendre les produits. Il faut être très honnête, hein. Et pendant longtemps, j'ai cru aussi, oui, mais ce marketing-là, il est trop agressif. Mais on est sur LinkedIn. C'est une plateforme B2B. À un moment donné, tout le monde est là pour vendre quelque chose. Enfin, à un moment donné, faut arrêter de considérer la vente comme quelque chose de sale et de mauvais, quoi. Et je sais que ça vient de notre éducation, ça vient de notre culture qui est, quoi qu'on en pense, judéo-chrétienne et qui, du coup, bah voilà, on nous a ancré des idées que le travail, ça devait être dur, qu'il fallait ne pas embêter les gens. Et je comprends tout à fait ça. Et je suis moi-même redevenu très chrétien pour le coup. Mais il y a un moment donné, bah voilà, il y a une activité. Si tu le fais dans les règles correctement et si tu respectes les gens avec qui tu travailles, il n'y a aucun problème de prospecter. Aucun. Mais on revient à l'intention de tout à l'heure, hein. Si tu as l'intention d'arnaquer les gens, tu utilises l'outil IA, t'automatises et tu automatises ton arnaque. Et à côté de C'est ça, ça. tu peux automatiser un produit qui va changer positivement la vie des gens et de ceux qui les entourent. Donc, c'est pas l'outil en soi qui est mal. Et justement, j'aime bien ce que tu dis, c'est que cette notion de si nous, qui, entre guillemets, avons une intention positive, on n'utilise pas ces outils, en fait, les seules personnes qui sont visibles sont ceux, alors je caricature, hein, il y a pas, c'est une grosse caricature entre gens qui arnaquent et gens qui arnaquent pas, mais en Bien gros, s'il y sûr. avait cette caricature d'arnaqueurs et de pas arnaqueurs, bah, en gros, si on laisse la place que aux arnaqueurs,
ben, en fait, il n'y a jamais personne qui va acheter des produits sains, etc. Donc c'est une grosse caricature, encore une fois, Non, non, heureusement. mais t'as tout. Ouais, mais c'est une caricature, peut-être, mais c'est assez vrai, hein. C'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que moi, ça m'embête toujours d'avoir des gens bons, avec un bon produit, un bon service, qui peuvent vraiment apporter de la valeur et aider d'autres, se bloquer pour des problèmes comme ceux que tu viens de me dire, des blocages mentaux liés à l'argent, liés à la prospection, liés à la vente. Mais moi, j'ai envie de revenir juste, c'est quoi le concept d'une entreprise à la base? Juste qu'on soit bien clair. Parce que moi, des fois, ça me rend fou. Attends, mais t'as créé une entreprise. Une entreprise, son but, c'est de vendre des produits et des services. C'est pas autre chose. C'est pas de paraître Gandhi, c'est pas d'être le Dalai Lama. Ça veut pas dire que tu ne le fais pas éthiquement, que tu ne respectes pas les gens. Bien sûr, il faut ça et c'est génial et bravo à vous. Mais le problème, c'est que si tu es juste éthique, juste bienveillant et que tu ne fais pas ce que tu dois faire pour vendre tes produits ou tes services, le problème, c'est que tu ne vas pas les vendre, tout simplement. Et j'ai aussi une question toute bête que j'aime poser aux gens, c'est quand ils ont ce genre de blocage, c'est, je leur pose cette question. Si la publicité, la communication, le marketing et la prospection ne fonctionnaient pas, pourquoi une entreprise comme Coca-Cola investit des milliards chaque année dans la publicité télé, dans la publicité radio, sur Internet, en Google Ads, etc. Comment ça se fait que des boîtes qui font du B2B continuent d'utiliser les plateformes comme LinkedIn Ads pour faire de la promotion agressive, ça leur coûte des milliers d'euros, quand c'est pas des centaines de milliers d'euros, pourquoi ils le font si ça ne fonctionne pas? Posez-vous cette question-là. Est-ce que c'est pour autant que Coca-Cola arnaque ses clients? Alors, on peut avoir un problème éthique sur le produit vendu par Coca-Cola, c'est vrai, mais quoi qu'il en soit, voilà, si vous en buvez de temps en temps, normalement, il n'y a pas grand-chose qui va vous arriver. Donc, je vous pose cette question-là. Posez-vous cette question-là. Voilà, les gens qui vendent aujourd'hui les produits, même Apple fait de la pub. Enfin, je veux dire, est-ce que Apple a vraiment besoin de faire de la pub? Bah, la preuve que oui, en fait. Voilà, Ouais. ils ont besoin, ils n'ont pas le choix. Parce qu'il y a des concurrents en face qui, s'ils n'en font pas, bah, eux, ils vont se faire un plaisir de prendre leur spot télé et de communiquer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Trop bien. Mais justement, donc ce que j'adore, c'est qu'on est justement au quatrième jour. C'est Renaissance et c'était normal. Enfin, l'idée, c'était être dans l'action, donc donner des actions concrètes à faire. Et en fait, ce que j'adore, et c'est très très bien comme ça, c'est qu'on revient aux fondamentaux des premiers jours, qui étaient la reconnexion et mieux se connaître pour mieux entreprendre sa vie et son business. Comme quoi, en fait, tout est lié parce qu'effectivement, si j'ai un blocage à l'intérieur un frein psychologique, une croyance, etc., je vais pas passer à l'action. Et puis en même temps, passer à l'action permet de débloquer certaines choses. Donc je te remercie de... Enfin, je suis très content en tout cas que l'échange aille dans ce sens-là. Et c'est, je trouve, très enrichissant, enrichissant. En tout cas, j'espère que ça le sera pour les personnes qui nous regardent. On espère. Euh, je propose du coup par rapport à un entrepreneur qui aurait déjà une offre validée, qui se vend, il y a déjà une prospection qui est mise en route et potentiellement une création de contenu qui tourne entre guillemets. Comment est-ce qu'il pourrait utiliser l'IA, ce public-là? Enfin, comment un entrepreneur de ce niveau-là, même si j'aime pas trop la notion de niveau, pourrait utiliser Tu ce... vois, dans son état d'avancement, tu veux dire, il est déjà plus avancé, il a déjà des clients, ça tourne bien, il est content. Alors, pour quelqu'un qui a déjà un business qui tourne et dont il est satisfait, hein, euh, il peut tout démultiplier. Tout. Moi, la première action que je ferais, j'ai fait ça à un COMEX d'une grande entreprise française qui m'avait commandé une acculturation. Donc, fallait que je vienne au COMEX, donc c'est le comité de direction de l'entreprise. C'est une entreprise française qui vend à travers le monde et qui est en train de se développer très fort en Asie. Peut-être certains l'auront reconnu. C'est des produits qu'on porte. Voilà, je vous en dis pas plus. Je suis sûr que certains auront reconnu. Bah, cette entreprise, elle avait une problématique de dire, premièrement, j'ai envie d'acculturer le comité de direction, donc leur faire comprendre ce qu'est l'IA et ce que ça peut apporter dans l'entreprise concrètement. Deuxièmement, former les équipes marketing pour utiliser les outils d'IA pour créer plus de contenu, notamment sur Instagram, de manière visuelle. C'est un produit qui est très visuel, surtout sur les marchés asiatiques, qui est un marché où, pour y vivre, tout ici est plus visuel. Je ne sais pas expliquer pourquoi, c'est comme ça, tout est plus visuel. C'est pas bien ou pas bien, hein, c'est juste que c'est plus visuel que textuel. C'est un marché qui est plus comme ça.
Donc ça, c'était la deuxième chose. Et donc le but, c'était de dire, voilà, il faut vraiment acculturer ces personnes, leur faire comprendre ce qu'on peut mettre en place, et ensuite le mettre en place concrètement. Donc moi, ce que je ferais, c'est ça, c'est faire un état des lieux de qu'est-ce qu'aujourd'hui, sur quelles tâches je perds le plus de temps, quelles tâches me prennent du temps sur les tâches qui seraient plus importantes. Typiquement, la plupart des entrepreneurs, ils savent que leur priorité, c'est de parler valeur, c'est de commencer à créer une équipe ou de la développer s'ils en ont déjà une, c'est d'aller chercher de nouveaux marchés, c'est de convaincre des clients plus gros ou des clients avec plus de moyens, c'est de créer de meilleures offres. Et souvent, le problème, c'est quand on est dans l'opérationnel, quand on a trop de choses à faire et quand on a grandi et qu'on n'a pas suivi suffisamment, bah, on est complètement débordé. Donc moi, ce que je ferais, c'est ça, c'est un audit de l'existant, dire aujourd'hui, quelles sont les tâches qu'il faut absolument que j'arrive à déléguer, soit à une IA, soit à des salariés ou à des prestataires, et le faire concrètement. Ensuite, la deuxième étape, c'est de le faire. Voilà ce que je ferais. Et ensuite, la troisième chose très importante, si on a déjà un système de contenu et de prospection qui fonctionne, eh ben, il faut l'améliorer. Parce que, on le sait, quand on a un système de prospection qui marche, quand on met 5 euros et que ça sort 20 euros, bah, si on met 100 euros, ça va sortir beaucoup plus. Bah, c'est exactement la même chose. Quand on a un système de prospection qui fonctionne, on peut faire plus de publicité, on peut prospecter plus, on peut prospecter mieux. Là, typiquement, j'accompagne une entreprise où on va faire des appels par IA. Donc, c'est des agents IA qui vont appeler des prospects plutôt que des conseillers directs. Parce qu'en fait, il va y avoir un premier appel par IA qui va être qualificatif pour qualifier les personnes. Et ensuite, un appel d'un humain réel pour valider la vente. Bah, typiquement, ce genre de choses, c'est incroyable le temps gagné, l'efficacité et les performances derrière. On est à plus 30% en moyenne. C'est du délire. Donc vraiment, la priorité, c'est ça, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qui nous prend trop de temps, sur quoi on pourrait plutôt mettre l'IA et nous concentrer sur des choses plus stratégiques, plus importantes, plus efficaces pour développer l'entreprise. Excellent, merci beaucoup pour ce partage. Je t'en Euh, prie. il y a du coup deux autres questions qui me sont venues. Ce serait quoi les bonnes pratiques pour utiliser l'IA afin de se différencier de la concurrence et surtout des autres contenus IA? Ce que je veux dire par là, encore une fois, je suis dans la caricature, mais imaginons on utilise tous les deux le même modèle d'IA. Eh bien, comment faire pour que mon post généré par la même IA que toi tu utilises soit différent et même plus vendeur que le tien? D'accord, très simple. Pas très simple, non, pas très simple, mais c'est une guerre, hein, effectivement. Alors, donc tu pars du postulat, effectivement, que les deux personnes ont les mêmes outils, c'est intéressant. Alors, bah, c'est ce qui va sortir de là, en fait, qui va être intéressant. Plus tu vas donner à manger à ton intelligence artificielle en termes de documents, en termes de vidéos, en termes de posts de blog que tu aurais écrits, en termes de livres. Toi, tu as parlé de livres tout à l'heure. Toi, tu as un gros avantage avec tes livres. Moi, j'en ai qu'un, tu vois, mais toi, tu en as trois, donc très bien. Moi, l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup, c'est les 800 vidéos YouTube que j'ai faites en 10 ans. Ça, typiquement, bah voilà, tu donnes ça à une IA déjà elle va mieux comprendre ton marché, qui tu es et ce que tu cibles. Donc déjà, là, tu as une production qui va être meilleure. Mais ce qui est important, c'est ce qui est là-dedans. C'est-à-dire que il y a un autre point qui est super important, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en parallèle. Typiquement, ce qui marche le mieux en ce moment sur les réseaux sociaux, et moi je l'ai remarqué sur LinkedIn particulièrement et sur Instagram, c'est l'angle. Je te donne un exemple. Il y a une news qui est parue il y a une semaine, ou 10 jours maintenant. Ah, on voulait pas parler de news, mince, parce qu'on veut que ce soit un contenu intemporel. Mais imaginons, allez, c'est pas grave, c'est juste pour donner l'exemple. Il y a 10 jours environ, il y a VO3 qui est arrivé, Google VO3, une nouvelle IA vidéo incroyable qui a des avantages concurrentiels, notamment qui ajoute du son directement aux vidéos générées par IA. Très bien. Il y a eu 1 milliard d'articles créés sur cette IA, évidemment. Tout le monde voulait en parler, tout le monde voulait. Et il y avait beaucoup de contenus qui se ressemblaient énormément, parce que la personne, elle a juste dit à ChatGPT ou à Mistral, Salut, Google VO3 est sorti, fais une recherche, fais-moi un post LinkedIn, boum, j'envoie, clique, tac, tac, tac. 5 secondes, c'est torché. Oui, et puis il y a ceux qui ont utilisé un angle d'attaque. Un angle d'attaque, moi, mon angle d'attaque, qui a été différenciant notamment sur Instagram, c'est que je me suis rendu compte, et ça l'IA s'en est pas rendu compte, elle n'en avait rien à faire, si je lui avais pas dit, elle l'aurait pas vu, que Google VO3 n'était pas disponible en France, qu'on pouvait pas l'utiliser, sauf si on avait un petit stratagème, qui était plus compliqué que le simple VPN. Et bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai testé cette option, j'ai dit bon, je vais aller voir comment on peut concrètement
arriver à accéder à VO3 sans en étant en France et sachant que le VPN ne suffit pas. J'ai trouvé cette solution et donc j'en ai fait un post sur Instagram très rapide où il y a ma voix et juste une image. Et j'ai dit, bah voilà, maintenant si vous voulez, voilà ce qu'est VO3, c'est incroyable, c'est génial. Vous pouvez pas l'utiliser en France, sauf si vous mettez un petit mot-clé en commentaire et je vous envoie ce qu'il faut faire pour accéder à VO3 gratuitement. Là, évidemment, l'angle est intéressant, c'est différent, ça marche mieux. Autre exemple, là, il y a 3 semaines environ, il y a une news qui est parue sur le Guardian, super intéressante. C'était une interview de 3 personnes très différentes qui ont perdu leur emploi à cause de l'IA. Il y avait un podcasteur polonais de mémoire. Il y avait une illustratrice indonésienne. Je suis en Indonésie actuellement, donc très intéressant. D'ailleurs, je suis en contact avec elle. Et il y a une troisième personne qui était dans l'administratif. Ces 3 personnes ont concrètement et officiellement perdu leur emploi à cause ou en partie à cause de l'IA. Et donc bah là, pareil, il y a eu énormément d'articles de presse, il y a eu énormément de reprises sur les réseaux. Et là, c'est pareil, je me suis dit, il faut trouver un angle différenciant. Il faut trouver la façon de présenter les choses différentes. Moi, mon angle, ça a été de dire, alors que je suis un pro IA et que 99% de mes contenus sont pro IA, j'ai pris le contre-pied. J'ai décidé de jouer l'avocat du diable, de dire, moi-même, j'en ai marre de ce qui se passe. Ça va pas, ça va trop loin. J'ai donné les 3 exemples. Si tu peux aller voir les commentaires, hein. Les commentaires sont hilarants. T'as quelques commentaires du style mais attends Rémi, qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es fou, t'arrêtes pas de nous promouvoir l'IA et maintenant tu nous dis ça. En plus, tu pars de 3 exemples. En quoi ces 3 exemples sont représentatifs? Ou un autre mec qui n'a pas dû voir mon passif, je pense, qui me dit mais de quoi tu parles? T'as jamais utilisé l'IA de ta vie? Pardon? Alors lui, je pense qu'il a un vrai problème. Soit il utilise une IA pour répondre automatiquement, soit il est vraiment déconnecté de la réalité. Donc ça, c'est drôle, tu vois. Ah, tiens, ça, c'est un bel exemple, tu vois. Un bel exemple de quoi que tu fasses, on va te critiquer et on va sortir des dingueries, des folies. À quel moment quelqu'un qui me suit sur LinkedIn peut me dire à moi que je suis un anti-IA? Bah, tu vois, c'est fou. Ça fait 2 ans et demi que je bombarde tout le monde H24 sur l'incroyable IA, c'est génial, j'adore. À quel moment tu peux me dire ça à moi? Tu vois, c'est là que c'est fou. Tu vois, ça, c'est un blocage aussi. Il y a beaucoup de blocages. Moi, je suis créateur de contenu depuis très longtemps. Et j'avais ce blocage au début. Ouais, mais regarde, ce mec-là, il m'a dit, il m'a mal parlé sur Instagram. Du coup, j'ai plus envie de produire de contenu, j'ai honte, machin. Tu te rends compte le nombre de personnes qui sont bloquées, qui ont des choses incroyables à partager, et qui sont bloquées parce qu'il y a Jean-Paul Random qui leur a dit un jour que leur contenu c'était de la merde. C'est fou quand on y pense. C'est fou. Eh ben, c'est une réalité. Je suis passé par là aussi. Je t'avoue qu'au tout début que j'utilisais la prospection automatique, j'ai forcément deux, trois personnes qui m'ont fait remarquer que c'était automatique. Et en fait, ça m'a freiné et j'ai plus utilisé l'automatisation pendant, je crois, 2 ans, si pas plus. Je recommence à peine à m'y mettre. Donc, en fait, c'est humain parce que il y a aussi ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que si je mets le focus sur c'est automatique, on risque de me dire que, eh ben, en fait, forcément, je vais plus voir les gens qui vont me dire que les messages de prospection qui ont fonctionné et qui m'ont ramené du client. Parce que c'est là-dessus que je mets mon focus. Bon, Et voilà, il y on a un autre on biais. doit. Il y a un autre biais, c'est le biais de négativité, hein. Le biais de négativité, c'est si tu as 100 commentaires magnifiques, super contents et de qualité, et tu as un mauvais commentaire, ton cerveau va se rappeler du mauvais commentaire. C'est fou. Ouais, Et c'est ça vrai. m'arrive encore, alors que je produis du contenu depuis plus de 20 ans maintenant. Parce que j'ai commencé sur les forums et les blogs, moi. Donc c'est pour te donner une idée, hein. Ça m'arrive encore maintenant, mais maintenant j'ai compris. Non, mais tais-toi. Je dis à mon cerveau, tais-toi, arrête, arrête, parce que c'est n'importe quoi. Ouais. N'importe Justement, quoi. ça m'amène à une chose que j'ai remarqué moi. Alors ça, c'était aussi, ça fonctionne aussi. Enfin, cette notion-là, je l'ai remarqué aussi en déléguant hein, à des assistants virtuels des humains. Mais ça fonctionne aussi avec l'IA. C'est par exemple des choses sur lesquelles moi j'ai des freins. Typiquement, envoyer des newsletters parce que je me dis, mais en fait, je vais déranger les gens, etc. Eh bien, en fait, le fait de le confier à Hmm. quelqu'un d'autre ou à un outil
ça me permet en fait du coup de ne plus avoir cette responsabilité de je vais déranger les gens puisque c'est pas moi qui l'envoie, tu vois. Je sais pas si toi tu Ouais. as déjà vécu ça et si tu as peut-être un exemple ou une anecdote à nous raconter là-dessus. Ouais, moi pendant des années, tu sais, il y a quelques années, il y avait je faisais des lancements de produits et on me disait, il faut absolument, et c'est vrai, il faut envoyer un email par jour minimum quand tu es en mode lancement parce que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bah évidemment, quand tu fais ça, tu as des désinscriptions, tu as des gens qui se désabonnent de ta newsletter. Et en fait, maintenant, moi, c'est devenu un jeu. C'est-à-dire que plus les gens se désabonnent, plus j'ai envie d'envoyer. Non, je suis sadique. Non, non, c'est pas vrai. Non, pour être sérieux, ça me fait toujours quelque chose, mais maintenant, je suis passé outre parce qu'en fait, je me rends compte d'un truc. Il y a des gens qui sont inscrits à mes bases mail depuis 5 ans. 5 ans, hein, c'est vraiment 5 ans. C'est pas une exagération quand je dis 5 ans. Et ils m'ont jamais envoyé de mail de réponse. Ils m'ont jamais dit merci. Ils m'ont jamais contacté par X ou Y. Ils ont jamais montré ne serait-ce qu'un ils ont jamais montré le moindre intérêt pour moi, en fait. Et donc je me dis, attends, cette personne, en fait, si elle se désabonne, ça va changer quoi ma vie, concrètement? Rien. Si elle se désabonne, c'est qu'elle est plus alignée avec ce que je propose. Moi, quand je suis en période de lancement de produit, oui, je produis un email par jour. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Si tu l'acceptes pas, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on n'est pas des ennemis pour autant. Je comprends tout à fait que tu fasses une sélection parmi tes emails, que tu en aies marre de cette prospection-là ou de cette façon de parler-là. Ok. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, il y a une asymétrie. C'est-à-dire que le fait d'avoir quelques désinscriptions par envoi de newsletter, c'est beaucoup moins grave que le fait de ne pas vendre vos produits et vos services. En fait, c'est ça que les gens ont du mal à intégrer. Euh, et tu sais, quand tu es en période d'un lancement de produit ou d'un service, si tu n'envoies pas l'information plusieurs fois à tes potentiels prospects, bah, tu feras zéro vente, en fait, tout simplement. C'est assez simple à comprendre. Il y a un chiffre qui est très intéressant et qui circule depuis des années, hein, mais qui est tout à fait vrai. En moyenne, il faut qu'un de vos prospects soit, que vous leur montriez, pardon, au moins 8 fois votre offre avant qu'ils décident d'acheter. En moyenne, c'est une moyenne, bien sûr. Parfois, certains vont acheter tout de suite, parfois, certains vont avoir besoin de de voir 20 fois votre offre. Donc, bah, 8 fois, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 8 fois, si tu envoies un mail par mois ou si tu envoies une publication par semaine sur LinkedIn, ça fait long pour arriver à 8 semaines. Sachant que c'est pas parce que tu envoies, et ça aussi les gens l'oublient, les gens pensent qu'ils envoient une publication sur LinkedIn, tous leurs followers vont voir la publication. Alors, désolé de vous prévenir, mais on est loin du compte, hein. Très très loin du compte. Il y a ça. Il y a aussi le fait que des fois, les gens vont pas ouvrir votre email parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas envie. Si vous leur envoyez un deuxième, bah, peut-être qu'ils vont l'ouvrir cette fois-ci. Moi, j'ai plein de cas comme ça, hein. Parfois, il y a des gens qui vous remercient aussi. Ah ouais, j'avais oublié que tu avais cette offre-là. Merci d'avoir mis un rappel parce que j'allais louper l'offre. Typiquement, quand vous faites un lancement avec un prix avantageux pendant une semaine, bah, si la personne vous la prévenez pas le dernier jour et qu'elle a oublié, bah voilà, elle achètera pas. Alors qu'elle avait prévu d'acheter, hein. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que parce que vous lui envoyez pas le mail, elle n'achète pas. C'est pas parce qu'elle veut pas acheter. Ça, c'est fou. Donc c'est encore une fois des blocages et je les comprends, je les ai eus ces blocages. Moi pendant des années, je te dis, j'ai dit à tout le monde arrêtez de me prospecter, arrêtez de prospecter. J'étais un abruti fini et maintenant je le regrette, mais c'est comme ça, on change, on progresse, on essaye. Eh ben justement, je rebondis sur ce dernier point avec une utilisation de l'IA dont on n'a pas parlé et en tout cas, tu en as peut-être un peu parlé avec Caractère IA. Mais moi, j'utilise l'IA comme un mentor parfois. C'est-à-dire que Ouais, je vais prendre des personnes que j'ai sélectionnées. J'ai mes deux mentors anglophones, Taki Moore et Chris Ducker. Et j'ai nourri en fait comment dire, la même IA, mais en tout cas avec une personnalité puis l'autre. Et en fait, je vais parler à mes coachs ou à mes mentors, mais en fait, ce sont des IA qui me répondent. Alors évidemment, il y a toujours cette notion de bien vérifier ce que l'IA dit, hein, parce que on ne sait jamais sûr à 100%. Mais en fait, rien que pour briser la solitude dont tu parlais tout à l'heure, rien que pour... Alors, je ne sais pas si c'est se conforter dans ton idée, mais si tu es dans l'idée de challenge-moi, vas-y, sois dur, comme tu disais tout à l'heure, a priori, le mentor, il va pas te caresser dans le sens du poil, donc c'est intéressant aussi. Donc, je ne sais pas si toi, tu as déjà fait ça et quels oui. outils tu
tu utilises pour ça? Ouais, alors moi, tu sais ce que j'ai fait? C'est très intéressant ce que tu as fait. On a fait quasiment la même chose. Moi, j'ai fait un clone de Gary Vaynerchuk, qui est mon mentor absolu, que j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois en vidéo à Cannes, qui est pas devenu un ami parce que lui, il me reconnaît maintenant, mais voilà. Moi, par contre, je suis un fan absolu. Et lui, pour le coup, voilà, quand tu lui poses une question, c'est très direct et ça peut être très dur, mais il est très bienveillant, hein, mais par contre, il est très direct. Et si c'est de la merde, il va te le dire. Et bah du coup, j'ai entraîné un clone de Gary Vee avec les contenus qu'on a fait ensemble en vidéo et les contenus que je connais de lui et ses livres notamment. J'ai plus. Jab 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 Right Hook, qui est un super livre que je recommande à tout le monde. Donc c'est donner, donner, donner avant de vouloir recevoir, pour faire simple. Et donc oui, j'ai un clone de Gary Vee que j'ai entraîné pour être très dur sur mes idées business notamment ou sur mes positionnements, etc. Et ouais, c'est génial, c'est génial. Par contre, voilà, il faut accepter d'être challengé. Et je sais que beaucoup de gens ont du mal avec ça. Moi, je pense qu'en étant entrepreneur, on n'a pas le choix parce qu'en fait, la vie d'entrepreneur va nous challenger en permanence. Et donc, c'est intéressant de faire ça, ouais, carrément. C'est très, très intéressant et on arrive à trouver des choses qu'on n'aurait pas trouvées autrement, notamment avec une IA traditionnelle qui répondrait de manière générale, même si elle te connaît bien. Si tu lui dis pas précisément ce que tu attends d'elle en termes de réponse, c'est vrai qu'elle va être un peu trop gentille et parfois elle va passer à côté de choses très intéressantes et utiles sur ton développement. Tout à fait. Yes. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est utiliser Notebook Ouais, LM, incroyable. où en fait j'adore, c'est le format audio. En fait, je lui donne des contenus, et ce qui est intéressant, c'est que je lui donne des contenus propres, enfin des contenus que j'ai créés. Et en fait, c'est génial parce que c'est une discussion entre deux personnes. Déjà, je suis bluffé. Enfin, en Ouais, anglais, j'étais déjà bluffé, mais en français, alors parfois il prend c'est l'accent génial. canadien, c'est marrant, mais mais en tout cas, c'est comme si deux personnes avaient pris le temps de consommer ton contenu et ils Absolument. discutaient autour d'un café. Et j'imagine que ça va encore de plus en plus s'améliorer. Mais ce qui est génial là-dedans, c'est qu'en fait, les choses qu'ils me disent, ça fait un effet miroir et ça me permet d'en fait d'avoir des nouvelles idées, de me dire, ah mais tiens, j'avais pas pensé à cette manière de présenter l'offre. Ah tiens, j'avais pas vu en fait que... Et en fait, c'est franchement, c'est super, super puissant. Donc Notebook LM, je le conseillerais à tout le monde et ça fait partie d'un des ateliers que je propose dans la création de son offre, c'est de challenger son offre avec certes un mentor virtuel et aussi d'amener en fait du contenu dans Notebook LM et de faire cette, comment dire, cette discussion en audio. Est-ce que tu connais un outil, un autre outil qui fait quelque chose de similaire? Ou c'est vraiment un des seuls qui fait ça pour l'instant? C'est le meilleur actuellement, très clairement. Moi, je suis allé même plus loin que ça, c'est-à-dire que j'ai créé une vidéo YouTube, deux vidéos YouTube maintenant, où justement je fais intervenir ces deux personnes sur un sujet précis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que Notebook LM, je lui ai donné un maximum de données sur des sujets précis, les agents IA notamment. Et je lui ai dit, voilà, fais une discussion. Une fois que la discussion était finie, je l'ai monté avec un montage vidéo que j'ai fait moi-même, où moi j'interviens et l'IA parle également de ce sujet. Donc ça, c'est vraiment un outil génial. Après, tu peux avoir, moi, ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est la fonctionnalité projet de ChatGPT pour les utilisateurs payants. Cette fonctionnalité est intéressante parce que tu peux créer des dossiers qu'on appelle des projets sur ChatGPT où tu peux avoir une IA qui va être vraiment entraînée sur ce que tu veux sur chacun de ces dossiers. Pour faire simple, tu peux avoir un dossier image de marque, tu peux avoir un dossier prospect client, tu peux avoir un dossier conférence, moi c'est ce que j'ai par exemple, conférence atelier, où tu vas pouvoir dire à ces sous-IA, en fait, c'est des IA par dossier, tu vas pouvoir leur dire à chacune d'entre elles de répondre de manière différente. Pour celle-ci, je veux que tu répondes par rapport à ces informations-là. Pour celle-ci, je veux que tu répondes par rapport à ces informations-là. Ça, c'est pas mal aussi. L'avantage de Notebook LM, c'est qu'il ne divague pas, il ne va pas halluciner, il ne va pas aller inventer des informations parce qu'il se base uniquement sur les données que tu lui as fournies en tant que document, en tant que vidéo YouTube, etc. D'ailleurs, la puissance de Notebook LM aussi et de Gemini, c'est que c'est Google et que donc tu as accès à potentiellement les vidéos YouTube. Tout simplement aujourd'hui, si tu mets une vidéo YouTube sur ChatGPT et que tu lui demandes de la résumer, Google bloque. Euh, Tu vas devoir passer par des stratégies, des stratagèmes pour pouvoir le faire correctement. Avec Gemini, tu peux le faire directement. Gemini appartient à Google. Ils ont bien sûr l'accès total aux vidéos YouTube. Donc, tu vois, tout ça, c'est des avantages. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'à chaque fois,
c'est Google qui gagne à la fin. Parce que malheureusement, ou heureusement, suivant ton point de vue, Google a cette puissance que les autres n'ont pas, c'est qu'ils ont déjà tout, et que donc, s'ils ouvrent tout partout, ça devient compliqué. Pour les autres, en tout cas. Très bien. J'arrive à la dernière question et je pense qu'on aura fait le tour. Ouais. Tu disais tout à l'heure, comment est-ce que deux personnes qui utilisent le même outil, comment est-ce qu'on peut se différencier par rapport à ça? Et tu as dit, en fait, tout va démarrer de là. J'en viens à ce qu'on vient de dire aussi avec notre book LM. En fait, c'est nous, humains, qui donnons de l'information à l'intelligence artificielle. Quelles sont les bonnes pratiques à absolument faire pour sélectionner les infos qu'on donne à l'IA pour avoir une réponse? Alors évidemment, il y a plein d'objectifs qu'on peut avoir avec l'IA, mais en tout cas, quelles sont les bonnes pratiques en termes de sélection d'informations qu'on va donner à l'IA pour nourrir cette IA avant d'avoir une réponse? Alors moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser l'IA pour bien dire ce qu'on va faire à l'IA. Tout simplement. C'est-à-dire que vous lui donnez tout et vous lui dites, voilà mon objectif, voilà ce que j'aimerais faire, quelles sont les informations importantes à retenir par rapport à ce que je viens de t'envoyer. Elle va vous dire ça, 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 ça. Vous vérifiez, bien sûr. En général, elle ne se trompe pas, bien sûr. Et après, vous la mettez dans ce qu'on appelle les instructions personnalisées. Sur toutes les IA, maintenant, vous avez un encart qui s'appelle instructions personnalisées. C'est des instructions que vous allez donner à l'IA pour qu'elle soit plus en accord avec vos problématiques à vous spécifiquement. Donc c'est ce qu'il faut faire et souvent vous pouvez associer des fichiers à ça. Donc des documents PDF, des vidéos, etc. Donc moi c'est ce que je fais à chaque fois. Les premières personnes qui utilisent, c'est vraiment ça la priorité, c'est demander à l'IA ce qu'on aimerait avoir. D'ailleurs, il y a un truc très important avec l'IA, et ce sera le dernier point, parce qu'il faudra que je te laisse après aussi. Euh, les gens n'ont pas compris, c'est qu'avec l'IA, c'est la première technologie qui fait ça. On peut demander à l'IA ce qu'il faut faire. Typiquement, aujourd'hui, tu peux dire à l'IA, je ne sais pas utiliser tel logiciel, aide-moi à l'utiliser. Et elle va vous dire, ce logiciel, il faut faire ci, il faut faire là, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez même lui montrer votre écran, et elle va vous dire, faut que tu cliques à tel endroit, machin. Et le truc ultime, c'est maintenant l'agent IA qui va prendre le contrôle de votre ordi. Alors ça, il y a des problèmes éthiques et de sécurité très importants encore là-dessus, mais ça arrive. On peut déjà le faire de manière, on va dire, bêta, j'ai envie de dire, euh, expérimentale. Il peut prendre la main sur votre ordinateur et faire lui-même les actions. Donc, par exemple, vous pourriez lui dire, je veux que tu fasses une présentation gamma sur tel sujet. Vous allez voir l'intelligence artificielle prendre votre souris, aller cliquer sur créer un gamma, créer la présentation, taper le texte elle-même et faire la présentation. Donc ça, c'est le truc ultime qu'on va bientôt arriver. Donc n'hésitez pas, quand vous ne savez pas ou quand vous avez une question, justement, demandez à l'IA comment elle ferait elle, challengez-la, dites-lui, ouais, je suis d'accord avec ça, mais avec un peu moins avec ça, pour pouvoir la diriger vers ce que vous voulez vraiment. Ce qui reste, ce qui est fondamental, c'est qu'on garde le contrôle, heureusement, en tout cas Bien jusqu'à. sûr. Et que tant que c'est l'humain au final qui donne les infos, c'est l'humain qui dirige. Et donc, heureusement, on a encore cette capacité-là. Et donc, si on l'utilise mal, on va obtenir des mauvais résultats. Si on l'utilise bien, entre 100%. guillemets, on va avoir des bons résultats. Merci beaucoup, Rémi. Je te souhaite Merci à toi. plein de belles choses. Et puis, toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à regarder en dessous de la vidéo. Il y a un bouton WhatsApp. On partage des pépites complémentaires. Il y a ton cahier de fun, comme d'habitude. Note une action concrète, car sans action, pas de résultat. Et puis à très vite, Rémi. Merci beaucoup. Merci David, à très bientôt. Merci encore.